Madame Brocarel, vous êtes commissaire principale, direction de la sécurité aéronautique d'État, chef de la cellule juridique, pardon, et vous avez donc la parole pour une vingtaine de minutes. Je vous remercie beaucoup. Merci d'abord à Monsieur Adazi d'avoir invité les militaires à participer à ce colloque. Donc effectivement, je suis responsable de la cellule juridique de la direction de la sécurité aéronautique d'État, qui est une cellule, qui est un service à compétence nationale qui regroupe 3 ministères. On travaille avec les douanes, la gendarmerie, la sécurité civile et évidemment le ministère de la Défense. Donc nous avons le ministère du Budget, le ministère de l'Intérieur et le MINDEF au sein de notre cellule. Alors me revient la difficulté de vous expliquer l'insertion des drones militaires dans l'espace aérien national, mais avant tout, je vais vous parler déjà du drone militaire. Le drone militaire, c'est un aéronef d'État, et c'est un aéronef d'État particulier. Et d'ailleurs, en l'état actuel du droit, je dirais plutôt que c'est l'utilisation du drone militaire qui est mise à l'épreuve par le droit. En fait, déjà, rien que l'expression drone militaire n'existe pas en tant que telle dans la réglementation qui est spécifique à l'aéronautique d'État. Pour le moment, nous disposons d'un corpus de textes qui règle l'aéronautique d'État, avec 2 décrets et 6 arrêtés, assez récents, puisque les premiers décrets qui ont participé notamment à la création de la direction de la sécurité aéronautique d'État datent de 2013, et 6 arrêtés, dont un spécifique pour les drones, qui établissent donc la réglementation qui régit la conception et les conditions d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État. Ces textes-là n'emploient pas le mot drone, mais l'expression aéronef qui circule sans aucune personne à bord. D'ailleurs, la toute récente loi qui a été évoquée tout à l'heure emploie le mot drone pour les drones civils quasiment pour la première fois en droit interne et ne l'utilise guère que dans son titre, parce qu'elle reprend très souvent l'expression aéronef circulant sans personne à bord, incluse dans les arrêtés précédents, de 2015 notamment, qui succèdent aux arrêtés de 2012. Concernant les drones, j'ai 2 remarques à formuler. La première remarque concerne quand même le recul que nous avons sur les drones, comme l'a dit le professeur Duroy. Là, vous voyez un Mistral, qui est un avion de chasse de la fin des années 50. C'est un avion à réaction qui avait été dronisé dans un premier temps, effectivement, pour servir de cible, pour entraînement à la défense aérienne française. Et puis, plus tard, pour aller chercher des échantillons d'atmosphère dans des zones trop dangereuses pour l'être humain. Alors, comme la fiabilité n'était pas toujours au rendez-vous, on faisait systématiquement décoller un avion de chasse plus rapide derrière lui pour l'abattre en cas de perte de liaison, ce qui est arrivé quelquefois. Une deuxième remarque concerne la diversité des vecteurs. Vous avez vu quelques photos de drones tout à l'heure. Alors tout en bas, je ne sais pas si vous le voyez, il fait 18 grammes. C'est une photo que vous avez vue tout à l'heure. Aujourd'hui, il en fait 16. Ils ont gagné 2 grammes. Dans les forces françaises, vous avez du drone qu'on lance à la main qui fait 450 grammes. Vous avez aussi du drone qui fait plus de 4 tonnes et demie, le Harfang. Et dans le ciel français, vous avez de 18 grammes à 14 tonnes, parce que le Global Hawk américain fait 14 tonnes et survole le ciel français. Tout ça, ça va du sol à 20 000 mètres à peu près. Donc, il peut y avoir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il peut y avoir des drones de toute taille, de toute vitesse et partout dans l'espace. Donc réglementer ça, ça représente un défi important qui confine quasiment à la gageure. Alors comment passe-t-on de la réglementation aéronautique civile à la réglementation de l'aéronautique d'État? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi a-t-on séparé ces 2 réglementations? Alors évidemment, il s'agit de la souveraineté de chaque pays qui réglemente, et il s'agit aussi des risques que l'État entend assumer selon la mission. En effet, l'aviation civile va d'abord chercher, elle, à diminuer les risques le plus possible. Ce n'est pas la peine de faire supporter des risques inutiles aux passagers. L'aviation étatique, elle assume un risque qui est consenti en raison de l'importance de la mission. Les risques qui sont liés aux missions militaires, les risques qui peuvent être liés aux missions de sauvetage. Évidemment, on prend plus de risques pour aller sauver quelqu'un que pour le transporter simplement d'un point A à un point B par météo calme. Pour autant, évidemment, il va falloir évaluer les moyens, il va falloir évaluer le risque et le comparer à l'enjeu de la mission. C'est évidemment le problème de l'aéronautique d'État. Alors, comment faire? Un bel avion est un avion qui vole bien, c'est Marcel Dassault qui l'a dit. Outre ces considérations poético-aéronautiques, il va falloir prouver que cet avion ne fait pas courir de risques inconsidérés aux populations et biens survolés.
ni aux personnes transportées, mais ça c'est à côté, puisque là on parle de drones. Comment faire pour s'assurer que cet avion ne fait pas courir de risques inconsidérés? Eh bien, il faut établir un environnement contrôlé. Un environnement contrôlé qui va peser dans 3 domaines. La certification de l'aéronef, avec un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat d'immatriculation, l'agrément des organismes qui font la maintenance de ces aéronefs, et la qualification du personnel de maintenance aéronautique. Tout ça, une fois que cet environnement contrôlé sera mis en place, permettra de s'assurer de la fiabilité technique de l'aéronef, de sa conception à son retrait du service. C'est vrai pour les aéronefs. Je vous rappelle que le drone est un aéronef d'État particulier. Le drone militaire est un aéronef d'État particulier, donc ça s'applique à lui aussi dans des considérations adaptées au monde du drone. L'environnement contrôlé, c'est un gros mot, mais vous le connaissez tous, ce qu'est un environnement contrôlé. Exemple, l'automobile. L'automobile, eh bien, vous avez une autorité technique qui est le service du ministère chargé des Transports, qui établit un certificat de conformité et qui donne son certificat de type au véhicule. Une 206, c'est construit comme ça, et ben un Rafale, c'est construit comme ça. Voilà. Ensuite, évidemment, vous avez la voiture qui est livrée, la réception des usagers et un certain nombre de contrôles. La préfecture qui délivre un certificat d'immatriculation, une carte grise. Et ben pour un Rafale, c'est un certificat de navigabilité. Donc il y a le modèle, certificat de type. Un Rafale, ça se construit comme ça. Et ensuite, le certificat de navigabilité est attaché à l'avion lui-même, une fois qu'il est sorti des chaînes de montage. Pour les drones, c'est pareil. Pour les drones, c'est pareil, dans des proportions moindres, on va le voir. Et donc ensuite, bien, la voiture comme l'avion passe par des centres de contrôle agréés périodiques ou des contrôles ponctuels, l'entretien courant, etc. Donc ces principes sont valables pour tous les aéronefs, civils comme militaires, et ce sont les règles de certification en fait, qui sont adaptées à l'aéronef. Pourquoi on fait le distinguo entre aviation civile et aviation d'État ? Alors non seulement on n'assume pas les mêmes risques, mais la réglementation de l'aéronautique civile, on l'a dit tout à l'heure avec Chicago, exclut explicitement les aéronefs d'État de son champ d'application. Pour autant, elle demande à ce que les États tiennent compte de la réglementation civile lorsqu'ils réglementent l'aéronautique d'État. C'est ce qu'on appelle la clause d'effort. Donc la clause d'effort, en fait, va demander d'apporter les preuves d'une sécurité d'exploitation satisfaisante des flottes d'État et de la garantie d'une bonne santé technique des flottes d'État. Donc, je passe très rapidement sur Chicago et l'autorité de sécurité aéronautique européenne, le EASA, la DGAC qui est une autorité de contrôle et les exploitants qui sont les compagnies aériennes. Et donc, tout ce petit monde exclut les aéronefs d'État. De l'autre côté, en termes d'aviation d'État, eh bien, nous avons donc la DGA, Délégation Générale pour l'Armement, la DSAE dont je fais partie, qui sont des autorités, donc l'une de technique, l'autre de contrôle et de surveillance, et les autorités d'emploi qui sont les armées. Donc vous avez là devant l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, la DGA, qui a elle aussi des avions en tant qu'exploitante, la sécurité civile, la gendarmerie et les douanes. Alors nous nous sommes dotés, on a choisi de regrouper sous le vocable aéronautique d'État la réglementation relative aux aéronefs appartenant aux services qui exercent des fonctions régaliennes. Parce qu'on aurait pu dire aéronautique militaire. D'ailleurs, là, vous me parlez de drones militaires. Pour info, la police, qui ne fait pourtant pas encore partie des autorités d'emploi, va se doter de drones. Donc, quel est le statut juridique du drone duquel la police va se doter? Donc, voilà. Donc il y a cette question-là et on est en train d'y réfléchir et de penser à faire évoluer la réglementation dans ce sens-là. Donc voilà, on a choisi de regrouper sous ce vocable les aéronefs qui appartiennent aux services qui exercent des fonctions régaliennes. Et donc on a mis tout en place un schéma, des textes réglementaires, une organisation avec des responsables désignés, des possibilités de déroger aux règles standards en cas d'urgence et de nécessité absolue. Ça n'existe pas dans la réglementation civile. La force majeure, elle, est exonératoire, mais elle n'est pas prévue dans la réglementation. Nous, on a prévu des conditions de dérogation. Et en chapeau de tout cela, eh bien, un document de programme de sécurité aéronautique d'État qui est très largement inspiré par les outils qui sont développés au profit de l'aviation civile. Donc tout ça, c'est avant même que le drone ou que l'avion n'ait le droit de décoller, il faut qu'il passe par là. Donc la certification des aéronefs qui circulent sans personne à bord
avant toute chose, donc, le drone militaire est un aéronef d'État. Donc là, vous avez les décrets auxquels il est soumis. Et le drone militaire est un aéronef d'État particulier, donc avec une réglementation spécifique de l'arrêté du 24 décembre 2013, qui permet une dérogation au décret de 2013-367. Ce décret 2013-367, donc dans son article 11, prévoit donc l'arrêté du 24 décembre. Et l'arrêté du 24 décembre classe les vecteurs selon deux critères, leur poids et l'environnement dans lequel ils évoluent. En effet, le but étant d'assurer la sécurité des autres usagers de l'air, hein, le pilote n'est pas dans le drone, donc c'est pour ça qu'on a qu'on a créé une réglementation un petit peu adaptée. Mais le drone va répondre à des règles de conception, de conditions d'utilisation d'aéronefs, de navigabilité et d'immatriculation. Rapidement, alors c'est un peu compliqué, peut-être que là vous ne le voyez pas bien, mais ça c'est l'arrêté du 24 décembre 2013 qui explique, elle scinde les différents scénarios d'emploi des drones en 5 catégories, donc en fonction de leur poids, distingue chaque fois leurs conditions d'utilisation en fonction des critères de zone, sensibles ou non sensibles. De fait, on arrive à recouvrir tout le panel de ce que peuvent faire les aéronefs, les drones d'État. On arrive à 10 scénarios possibles qui vont englober tous les cas de figure, du drone le plus léger au drone le plus lourd, en vue du télépilote et hors vue du télépilote. Mais évidemment, on va augmenter les mesures de sécurité. C'est-à-dire qu'un drone lourd, qui fait donc plus de 150 kg, quand il est en environnement sensible, et c'est le dernier en bas, eh bien, il est certifié comme un Rafale. Il a un certificat de type, il a un certificat de navigabilité, il doit se soumettre à un certain nombre de postulations du certificat de type, et il est soumis aux règles du maintien de la navigabilité, comme n'importe quel avion militaire. Ce que ne fait pas, évidemment, l'aéronautique civile. L'aéronautique civile, le seul scénario qui permet l'exploitation des drones civils hors vue, c'est le scénario S3, me semble-t-il. Et ce sont seulement des aéronefs captifs ou non captifs de moins de 8 kg. Donc on est beaucoup plus loin dans l'aéronautique d'État. Comment arrivons-nous donc de la réglementation de cette aéronautique à l'exploitation des drones militaires? Eh bien, petit rappel, si vous ne le savez pas, nous avons des règles de circulation aérienne générale et des règles de circulation aérienne militaire. Un seul ciel, deux réglementations. Un seul espace et donc deux types de circulation. La circulation aérienne générale relève du ministre chargé de l'aviation civile et la circulation aérienne militaire relève du ministre de la Défense, la DGAC et la DSAE, puisque c'est au sein de notre organisation que se trouve la direction de la circulation aérienne militaire. Ces deux ministères ont créé ce qu'on appelle le directoire de l'espace aérien, parce qu'on a une nécessaire coordination, évidemment, puisque nous utilisons un seul ciel sous deux réglementations. Donc le règlement de la circulation aérienne militaire va préciser les aéronefs et les bénéficiaires des règles de la circulation aérienne militaire. D'ailleurs, le CAM a été revu, ce règlement a été revu le 20 juillet 2016, publié là et mis en application pour le 1er novembre. Et le directoire de l'espace aérien et notre représentation au Conseil pour les drones civils nous permettent parfois d'adresser des problématiques militaires aux instances officielles. C'est aussi une opportunité d'ailleurs pour que la communauté des drones civils puisse dialoguer avec la DSAE, qui est représentante de l'aviation étatique. Le maître mot, c'est vraiment dans le ciel, séparé, mais coordonné. Alors en termes de circulation pure, puisque l'insertion dans l'espace aérien, c'est ce qui vous intéresse le plus, mais je ne pouvais pas passer sur les règles de certification des drones militaires. Je vais essayer de vous expliquer ce que signifie insérer un drone militaire dans l'espace. Donc pour assurer la sécurité des autres usagers, notamment civils, dans l'espace aérien, on va utiliser le principe de ségrégation. On va le décliner selon l'altitude et la mission du drone. Quand le drone va voler dans un espace ségrégué, c'est qu'on lui a attribué une zone en 3 dimensions pour une durée déterminée, de laquelle il n'est pas censé sortir et dans laquelle aucun autre aéronef civil n'est censé pénétrer. On publie des informations aéronautiques pour ça, les usagers du ciel les connaissent. Donc ça, c'est de la ségrégation. Donc c'est mon petit drone ici dans la petite colonne là, et on définit une altitude, un espace, etc.
quand on fait de la quasi-ségrégation, on va limiter l'altitude du vol du drone à 500 pieds environ, donc c'est 150 mètres. En fait, au-dessous de 500 pieds, il y a beaucoup moins de trafic aérien habité. C'est souvent du militaire en vol tactique, du secours héliporté, des choses comme ça. Donc le risque de collision est moindre. Pour autant, le drone est censé éviter les autres aéronefs habités. Donc en fait, le vol du drone est quasiment ségrégué des trafics aériens civils. Je vous ai mis des éoliennes aussi, parce que les éoliennes, je ne sais pas si vous avez une idée de la hauteur d'une éolienne moyenne en France, elle dépasse bien souvent les 150 mètres. Donc là, on se retrouve avec du drone qui est face à de l'éolienne, de l'hélico de combat qui est face à de l'éolienne et à du drone. Donc c'est pour ça que je les ai mises, parce que c'est un vrai problème chez nous en ce moment. Et quand on fait de la smart ségrégation, en fait, c'est le dernier niveau, là-haut, on active et on désactive des segments de couloirs aériens qu'on a créés, qui sont des segments dormants, en fonction du déplacement du drone. En fait, la sécurité aérienne, pour nous, le plus fort enjeu, c'est entre 0 et 150 mètres, parce qu'après, c'est de la réglementation qui vit et de l'activation de réseaux dormants. Et le plus fort enjeu pour la continuité des missions régaliennes de l'État, c'est vraiment entre 0 et 150 mètres. Notamment avec les drones de loisirs, avec les éoliennes, etc., etc. Donc, un petit exemple de smart ségrégation. Donc, comme on veut faire voler nos drones lourds sur de longues distances, le moyen de diminuer leur empreinte dans l'espace aérien, c'est de diviser les couloirs qui leur sont réservés en segments qu'on va activer et désactiver au passage du drone. Là, vous avez un film qui est pris depuis un Harfang, donc un drone militaire. Et vous avez un exemple de smart ségrégation, donc qui va nous permettre d'amener un drone de Cognac à Paris. Vous avez vu les segments, les couloirs qui sont allumés les uns derrière les autres. De lui faire une mission de protection de plusieurs heures au-dessus de Paris et de lui permettre de rentrer, se poser à la fin de sa mission sur sa base d'origine. Alors, pour préparer ce type de mission, on a quand même besoin de plusieurs semaines, de la création d'espace, de la coordination, de la réservation de l'espace, et puis ensuite du délai d'activation. Alors évidemment, ces délais ne sont pas compatibles avec un besoin opérationnel urgent, type catastrophe naturelle ou menace sécuritaire importante. Là, je vous donne un exemple d'une carte aérienne. Voilà ce que sont les couloirs aériens. Donc on a créé un réseau national de couloirs pour les drones dits lourds, en rouge là, et en bleu vous avez des zones aériennes que nos chers pilotes savent lire bien mieux que moi. Donc les couloirs que vous voyez en rouge sont des couloirs drones dormants. Alors ça n'entraîne parfois aucune activité pendant plusieurs mois, mais on peut les activer en peu de temps à l'image d'une crise et de la capacité de mobilisation du moyen. Alors pour l'instant, c'est une solution transitoire qui est dite réactive, mais on travaille au moyen d'établir un système plus pérenne, évidemment, qui permettra d'intégrer le drone dans la circulation aérienne générale, et non plus dans la circulation aérienne militaire, juste contrôlée par des contrôleurs aériens militaires. Donc dans la circulation aérienne générale et sans danger pour les autres usagers. Alors vous remarquerez la structure complexe du ciel français, vous comprendrez le besoin de coordination étroite avec l'aviation civile, mais vous imaginerez également qu'en Afrique, l'insertion du drone est plus aisée, évidemment, parce que le ciel est moins congestionné. J'en ai terminé. Voilà, à gauche, vous avez un exemple de drone. Ouais, à gauche et à droite, en fait, le plus petit, c'est le drone, et à gauche, c'est un drone, donc on a un peu de mal à les distinguer quand on n'a pas l'échelle à côté. Ça est terminé.